Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Le rendez-vous c'est matin d'Eden. Nous démarrons par la revue des unes des journaux, le point complet de l'actualité vue par les canaux béninois parus ce jour est parvenu à la rédaction de Eden Télévision. C'est avec Corneille Aïssé. Bonjour Corneille. Bonjour Tranquillin, bonjour à toutes et à tous. Et nous démarrons la revue des unes des journaux par la une du quotidien Le Pays émergent. Lundi 29 août 2016, bienvenue à tous. La revue des titres, on commence par Le Pays émergent. À sa une, on peut lire plus d'un an après son entrée au Parlement. L'honorable Dapé Sossou rend compte de ses actions aux populations. Le député Dapé Sossou, actuel deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale, a effectué samedi 27 août 2016 une tournée dans plusieurs villages de l'arrondissement de Lokossa. Cette descente lui a permis de rendre compte aux populations de ses actions depuis sa prise de fonction le 16 mai 2015. La suite de l'article est allée en page 2 du journal Le Pays émergent. À sa une, on peut aussi lire Assemblée générale de renouvellement du bureau des Awissi Ouassa. Athanase Boko, définitivement chassé de la tête des requins. Sylvain Médéric est élu nouveau président. On continue avec le quotidien La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune, Assemblée nationale, frustration au sein de la majorité parlementaire. Frustration au sein de la majorité parlementaire, c'est allé en page 3 du journal La Nouvelle Tribune. Et pendant ce temps, dans le camp de Adiavon, on se prépare pour 2021. Le quotidien écrit à ce propos après l'échec de 2016. Le camp Adiavon se prépare déjà pour 2021. Le camp Adiavon se prépare déjà pour 2021. La Nouvelle Tribune toujours, coopération bilatérale, talon en visite officielle. Ce jour au Rwanda, Talon en visite officielle ce jour au Rwanda. Le 29 et 30 août 2016, Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, effectuera une visite officielle en République du Rwanda. Cette première visite officielle va certainement réchauffer les relations entre les deux pays. La suite de l'article est allée en page 10 du journal La Nouvelle Tribune. La Tribune de la capitale. À sa une, on peut lire Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Le nouveau président conduit ce jour vers un bureau consensuel. Les membres du bureau du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. LEPI seront connus ce jour. En effet, après 2 tentatives manquées, la nouvelle équipe s'est donné rendez-vous pour élire celui qui va succéder au président Augustin Arouan Voebla ce lundi. La une de la Tribune de la capitale, toujours accident de circulation samedi dernier à Sakété, des morts et plusieurs blessés graves. C'est allé en page 2 du quotidien La Tribune de la capitale. Le confrère de la matinée nous parle aussi de l'actualité politique. Clotaire Olilé au sujet des dernières sorties de les chefs d'État béninois. Le président Talon doit éviter les pièges politiques de Thomas Boniaï. Le président Talon doit éviter des pièges politiques de Thomas Boniaï. Propos de Clotaire Olilé au sujet des dernières sorties du chef de l'État béninois. Le confrère de la matinée toujours nous apprend ce matin. Tractation pour l'élection du bureau du COS LEPI du Bataille pour la présidence de ce conseil ce lundi. Du Bataille pour la présidence de ce conseil ce lundi. C'est allé en page 3 du journal Le Confrère de la matinée. On poursuit avec une nouvelle expression. Nouvelle expression qui nous parle de la crise à la mairie d'Alada, projet de destitution du maire d'Alada. Loin d'être solitaire, la gestion de Djigla est solidaire. Voilà, loin d'être solitaire, la gestion de Djigla est solitaire. Écrit ce matin, nouvelle expression, c'est à lire en page 2 du quotidien. À sa une toujours, concertation politique. Sébastien Adiavon se prépare pour 2019 et 2021. Écrit par ailleurs le quotidien. Nouvelle expression, concertation politique. Sébastien Adiavon se prépare pour 2019 et 2021. On retrouve maintenant Cocorico Info. Cocorico Info parle aussi de la situation à la mairie d'Alada, commune d'Alada, Mathias Djigla, destitution imminente
commune d'Alada, Mathias Digla, destitution imminente, une session extraordinaire pour le mercredi prochain. Une session extraordinaire pour le mercredi prochain, c'est-à-dire à la une du quotidien. Eh bien, Cocorico Info. Cocorico Info également, ça une, on peut aussi lire dictat des chenilles dans les champs de maïs, le silence du ministre de l'Agriculture, ONASA et INRAB dans un mutisme inquiétant. Dictat des chenilles dans les champs de maïs, le silence du ministre de l'Agriculture, ONASA et INRAB dans un mutisme inquiétant, trouve le quotidien Cocorico Info. Cocorico Info toujours nous parle d'éclipse solaire 1er septembre prochain. Éclipse solaire totale sur le Bénin. C'est à lire en page 5 du journal Cocorico Info. 1er septembre prochain, éclipse solaire éclipse solaire totale sur le Bénin. Les mesures à prendre, c'est à lire en page 5 du quotidien Cocorico Info. On poursuit avec la guérite. Le journal La Guérite qui s'intéresse à l'actualité au Gabon, la présidentielle au Gabon. Élection présidentielle au Gabon, Ali Bongo reste serein malgré les tohu-bohu de Jean Ping. C'est à lire en page 3 du journal La Guérite. La Guérite, toujours situation confuse. Dans la commune d'Alada, le maire Mathias Digla en porte-à-faux avec la gouvernance participative et concertée. Le maire Mathias Digla en porte-à-faux avec la gouvernance participative et concertée. On retrouve maintenant First Info toujours pour le compte de l'actualité, du tour de l'actualité ce matin. First Info, inexistence de discussion entre le gouvernement et les députés de la mouvance. L'honorable Guy Mitopé, mécontent, proteste, c'est à lire en page 2 du quotidien First Info, inexistence de discussion entre le gouvernement et les députés de la mouvance. L'honorable Guy Mitopé, mécontent, proteste. Autre actualité à découvrir à la une de First Info, gestion du secteur des télécommunications au Bénin. 2 syndicats appellent talon au secours. Gestion du secteur des télécommunications au Bénin. 2 syndicats appellent Patrice Talon au secours. On retrouve palmarès. Le journal Palmarès pour les séances électorales à venir. Adiavon Hull, déjà sa machine pour 2021 selon Oli Lé. L'information est à découvrir en page 6 du quotidien Palmarès de ce lundi. Et Nord-Sud de ce lundi, lui affiche à sa une l'actualité relative à la sortie de l'honorable Guy Mitopé, gestion des soutiens de talents au Parlement. Guy Mitopé jette un pavé dans la mare. Guy Mitopé jette un pavé dans la mare. C'est à lire en page 5 du quotidien Nord-Sud. Le même journal écrit aussi centrale électrique de Maria Agleta. Le gouvernement lance le dédommagement des propriétaires terriens affectés par le projet centrale électrique de Maria Agleta. Le gouvernement lance le dédommagement des propriétaires terriens affectés par le projet. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Nord-Sud de ce lundi. L'économiste, circulation de monnaie, disparition des pièces de 5 et de 10 francs, constate le quotidien L'économiste. C'est à découvrir en page 4 du journal Cellule de circulation de monnaie, disparition des pièces de 5 et de 10 francs, écrit l'économiste. L'Inter s'intéresse lui aussi à l'actualité au Gabon, guerre des nerfs au lendemain de la présidentielle au Gabon. Ping Bongo, 3 points de suspension à l'Ivoirienne, s'exclame le quotidien alors que les résultats officiels de la présidentielle de samedi sont attendus pour mardi. L'opposant principal du président sortant, Ali Bongo, s'est précipité dimanche pour se proclamer président élu du Gabon face à la presse locale et internationale. Jean Ping s'est dit sur la base des chiffres collectés et par son état-major, le nouveau président du Gabon. En face, le président sortant et candidat à sa propre succession se dit serein pour la simple raison que la centralisation des chiffres n'est pas encore terminée. L'intégralité de l'article publié ce matin par le quotidien L'Inter est à lire en page 3 du journal. L'Inter parle aussi du sport. Le match Mali et Bénin pour les éliminatoires, Cannes 2017, éliminatoire Cannes 2017, les écureuils démarrent les entraînements, nous apprend le quotidien L'Inter. Et avec le journal Le Contemporain, nous allons boucler cette revue des titres, le quotidien Le Contemporain.
faux frais au port de Cotonou. El Hadj Rabiou Garba et les transporteurs dénoncent la résurrection du bureau du fret. El Hadj Rabiou Garba et les transporteurs dénoncent la résurrection du bureau du fret. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Contemporain. Merci. C'était donc la revue des Une des journaux, une présentation de Corneille Aïssé. Restez avec nous si vous venez de nous rejoindre. Sachez que vous suivez Matin d'Eden, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM. Voici la revue de presse internationale. L'actualité dans la revue de presse internationale reste dominée par l'élection à un tour organisée au Gabon le samedi 27 août dernier. À la une de Jeune Afrique, on peut lire ce matin: présidentielle au Gabon, les Gabonais attendent les résultats. Jean Ping se proclame président. Présidentielle au Gabon, les Gabonais attendent les résultats. Jean Ping se proclame président. Titre ce matin: Jeune Afrique, des Gabonais attendent sereinement dimanche avec impatience et anxiété les résultats de la présidentielle de samedi opposant le président sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, un ancien cacique du régime du défunt Omar Bongo, les deux camps se disant vainqueurs et s'accusant mutuellement de fraude. Jean Ping se proclame élu président. Les partisans de Ping ont peur de se faire voler leur victoire. Des titres à découvrir avec Jeune Afrique. Jeune Afrique qui prolonge son actualité au Gabon avec ce titre: Jean Ping se proclame élu président. L'opposant Jean Ping s'est proclamé dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville, la capitale, vainqueur de l'élection présidentielle à un tour au Gabon, dont les résultats officiels doivent être annoncés probablement ce mardi. Écrit donc www.jeuneafrique.com. L'un de cette actualité, toujours dans la même veine, on peut lire avec Le Monde Afrique qui s'intéresse à l'actualité au Gabon avec ce titre: au Gabon, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Le pouvoir revendique son souci de transparence dans la gestion de l'élection dans un pays où, en 2009, la présidentielle s'était terminée par des manifestations meurtrières. Au Gabon, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle, écrit Le Monde Afrique. Toujours concernant cette actualité, on peut lire avec www.africatv.net. Élection Gabon présidentielle. Le Bénin prend des mesures pour protéger ses ressortissants. Le gouvernement béninois a pris des mesures en vue de protéger ses ressortissants vivant au Gabon contre d'éventuelles violences post-électorales, annonce un communiqué gouvernemental publié dimanche à Cotonou. Pour faire face à d'éventuelles violences post-électorales et préserver la vie et les biens de nos compatriotes vivant au Gabon, le Conseil des ministres a décidé de prendre un certain nombre de mesures. Les différentes mesures prises à découvrir dans les colonnes de www.africatv.net. Gabon présidentiel, le Bénin prend des mesures pour protéger ses ressortissants. Toujours concernant l'élection présidentielle à un tour au Gabon organisée ce samedi, www.africatv.net écrit: Gabon Ping se dit vainqueur de la présidentielle et attend le coup de fil d'Ali Bongo. L'opposant Jean Ping s'est proclamé dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville, vainqueur de l'élection présidentielle à un tour au Gabon, dont les résultats officiels doivent être annoncés mardi. Voilà, Gabon Ping se dit vainqueur de la présidentielle et attend le coup de fil d'Ali Bongo. Toujours concernant cette actualité, on peut lire avec IZF, puisque c'est le sujet décrypté par la plupart des plateformes internationales. IZF écrit: présidentielle au Gabon, Bongo déclare attendre sereinement l'annonce des résultats, contrairement à son principal challenger Jean Ping, qui s'est donc autoproclamé élu président de la République du Gabon. Le président gabonais, lui, attend sereinement l'annonce des résultats. Le président sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a déclaré dimanche attendre sereinement les résultats de l'élection présidentielle, alors que son principal rival, Jean Ping, s'est autoproclamé vainqueur du scrutin à un tour de samedi.
Voilà l'information que nous propose IZF pour coller à cette actualité concernant le Gabon. Loin du Gabon, cette fois-ci, on va s'intéresser aux autres sujets décryptés par les plateformes numériques internationales. Direction le Sénégal. Le Sénégal avec africatv.net. Sénégal, Macky Sall appelle la Chine à se concentrer davantage sur le financement des infrastructures. Le président sénégalais Macky Sall a appelé le gouvernement chinois à concentrer davantage ses efforts sur le financement des infrastructures, notamment les autoroutes et le chemin de fer, un secteur vital pour l'économie de son pays. Voilà, Sénégal, Macky Sall appelle la Chine à se concentrer davantage sur le financement des infrastructures. Une information qui nous vient tout droit du Sénégal. Et nous poursuivons la revue de presse internationale en Libye. En Libye, l'ultime bataille contre l'État islamique lancée à Citre. Les forces du gouvernement libyen d'union nationale ont lancé dimanche la dernière phase de l'offensive sur les positions encore contrôlées par le groupe État islamique. Libye, donc, l'ultime bataille contre l'État islamique lancée à Citre, nous précise ce jour Jeune Afrique. Et puis, I Have a Dream, le test intégral en français du discours de Martin Luther King, disponible après la marche contre les discriminations raciales. Le pasteur noir américain Martin Luther King à Washington le 28 août 1963 devant 250 000 personnes avait donc prononcé ce discours pour commémorer cet événement. La version française, la version intégrale de ce test de Martin Luther King a été rendue disponible. Et puis en France, le débat sur le port du burkini continue de susciter encre et salive. France, malgré la décision du Conseil d'État sur le burkini des maires, résiste. Malgré la suspension par le Conseil d'État de l'arrêté anti-burkini de Villeneuve, et plusieurs communes, Nice en tête, résistent, s'exposant à de nouveaux recours. C'est à lire avec Jeune Afrique. Et puis, nous poursuivons l'actualité internationale avec ce titre que nous propose Le Monde Afrique pour boucler cette information direction la Tunisie. En Tunisie, le nouveau gouvernement obtient la confiance du Parlement, à lire dans le compte rendu de Le Monde Afrique.fr. Et puis Paul Kagame ou le risque de l'isolement, c'est une analyse que nous propose également Le Monde Afrique. Nous allons boucler avec la plateforme L'Express. L'Express qui met à sa une dans sa parution du jour. Primaire de la droite en France, la campagne tourne déjà à la bagarre générale. À 3 mois de la primaire à droite, les principaux candidats Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ou encore Bruno Le Maire ont échangé des amabilités d'un genre musclé ce week-end, à lire avec l'Express. C'est l'essentiel de l'actualité internationale. Vous suivez Matin d'Éden. À suivre dans un instant la chronique politique de James William Baguidi, l'opinion vers l'hyper-centralisation de la gouvernance talon. L'hyper-centralisation de la gouvernance talon, c'est une interrogation du chroniqueur à suivre dans un instant. Et puis dans l'instant débat fait croiser que nous allons vous proposer au cours de la 3e demi-heure, on va s'intéresser à ce thème, opportunité, efficacité de la cellule gouvernementale des actes administratifs créés par le gouvernement. 2 invités, Hilaire Nda, il est le directeur de radio Tuko Sari FM à Kouané, et Raoul Roussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Le bulletin de l'information avec Antoinette Sabo. Bonjour. Tranquille à 4 Benotin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le bulletin de l'information. Vie des médias pour démarrer le bulletin de l'information de ce lundi. La vingtaine de membres du nouveau
bureau du CNPA, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel du Bénin, est installé dans ses fonctions en début de week-end. C'est le CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin, qui a accueilli l'activité. Le nouveau bureau est présidé par Basile Tibozo. Il remplace celui de Malik Gomina, Fréjus Seoulan et Denis Maroya pour des précisions. C'est à la faveur de la présente cérémonie que le nouveau président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, ainsi que ses pairs, ont été investis dans leurs nouvelles fonctions. Invité pour la circonstance, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Potiémin, et le représentant de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, après avoir félicité les membres de l'institution, ont au fait de leur rappeler les chantiers auxquels ils doivent urgemment s'attaquer. La suspension des contrats par le gouvernement et la confraternité de plus en plus foulée aux pieds de nos jours. Mesdames, Messieurs les membres du bureau du CNPA Bénin, êtes-vous fiers des conditions sociales de vos employés? Amenez ces membres à appliquer le code de l'information et de la communication. Par exemple, en déclarant auprès de la HAC et auprès des services compétents du ministère en charge du travail tout journaliste en activité dans un organe de presse. Article 24 du code de l'information et de la communication. Rendre plus accessible le contenu, surtout du nouveau code, afin qu'il y ait moins de condamnations et que la presse béninoise retrouve sa place d'antan. Quant au nouveau président du CNPA Bénin, Basile Tibozo, il s'est dit prêt et préparé avec son équipe à opérer une renaissance de la presse béninoise. En témoigne le thème de la cérémonie, le patronat à l'ère du nouveau départ, quel défi pour les entreprises de presse. L'aide de l'État à la presse. Avec le président Talon, le compétiteur né, nous allons plaider pour que cette aide atteigne au moins 2 milliards de francs CFA. Nous allons aller avec souplesse, avec le gouvernement en place, pour que, qu'à un quart, pour que, peu ou prou, cette décision soit relevée, pour que les contrats reviennent dans les organes. C'est le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Romaric Kessou, qui a prononcé au nom de son institution le discours d'installation des membres du nouveau bureau du CNPA Bénin. Nous sommes prêts à vous accompagner car les défis communs sont nombreux. Il s'agira de renforcer l'expérience de la co-régulation, d'œuvrer à la professionnalisation des journalistes, d'assurer des conditions de travail et de vie décentes aux journalistes. C'est sur le rappel de ces défis communs que je déclare installé au nom du président de la HAC le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. La cérémonie a pris fin dans une ambiance musicale où le nouveau président du CNPA Bénin s'est joint à l'artiste Cessimin pour démontrer ses talents artistiques. Et puis le Conseil des ministres du 24 août dernier a annoncé la création par le gouvernement d'une cellule d'analyse d'un certain nombre de décisions préfectorales et ministérielles. Il s'agit de l'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés préfectoraux et ministériels. Quelle analyse peut-on faire de la création de cette structure? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Seoulan. Le principe de subsidiarité serait-il remis en cause au sein de l'exécutif béninois? La création à la présidence d'une structure d'analyse et d'enregistrement des arrêtés préfectoraux et ministériels porte à croire que c'est le cas. Mais selon le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a annoncé la nouvelle à travers le point de presse d'après Conseil des ministres du 24 août dernier, il s'agit plutôt d'un mécanisme de cohésion de l'action gouvernementale. Les 10 actes devront également traduire la volonté d'une cohésion gouvernementale à toute épreuve. Pour renforcer cette cohésion et assurer le suivi des actes administratifs, un mécanisme est mis en place à la présidence de la République à travers la création d'une cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Il n'en a pas fallu plus pour que l'opinion publique voie en cette décision la volonté du président Patrice Talon de contrôler certains de ses collaborateurs, dont le préfet du littoral, qui s'est récemment illustré
à travers la prise successive d'arrêtés à polémique. Mais pour Souleymane Koto-Yerima, consultant indépendant en développement local et décentralisation, les arguments pour craindre cette structure sont ailleurs. À la longue, lorsque ça va démarrer, imaginez-vous 21 départements ministériels qui, tous les jours, prennent des arrêtés, qui vont envoyer d'abord les arrêtés au niveau de la cellule d'analyse, plus 12 préfectures. Imaginez-vous la masse de travail qu'il y aura au niveau de la cellule d'analyse. Donc, ça va être vraiment lourd à gérer et il faut éviter cette lourdeur administrative pour que nous puissions avancer et aller vraiment aux actions de développement, que de perdre de temps dans des questions procédurales qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, engendrer des coûts et lorsque les décisions sont bonnes ou mauvaises. Quant à Michel Guédou, spécialiste en management organisationnel, la création de cette structure est une décision sage qui relève du bon sens. Il y a une chose que nous ne voyons pas souvent. Il y a ce que nous appelons le dispositif légal dans lequel doit opérer toute personne disposant du pouvoir public. Mais il y a également le dispositif réglementaire. Et ça, c'est tous les jours. Donc, si on ne met pas en place une structure pour organiser, nous allons revivre la même chose que ce qu'on a d'ailleurs toujours vécu et dont on se plaint. On sort des arrêtés qui sont sortis par des ministres ou par des personnes, mais d'où ça vient? Ça correspond en rien à ce vers quoi on tend, mais c'est nous qui l'avons fait. Parce que finalement, ce que souvent on ne fait pas, on ne dira pas c'est le préfet qui a fait. On ne dira pas non plus c'est le ministre qui a fait. On dira le gouvernement a fait. Et à la tête du gouvernement, il y a un président que les Béninois ont choisi et qui va devoir rendre compte. Pour ou contre, il est évident que Patrice Talon vient lui-même de se mettre dans une posture où il n'aura pas l'occasion de revendiquer de n'être pas au courant des décisions de ses collaborateurs. La capitale économique du Bénin, Cotonou, va abriter du mercredi 31 août au dimanche 4 septembre 2016 le pèlerinage de confiance sur la terre à Cotonou de la communauté œcuménique de Taizé. Une communauté qui a choisi de vivre ensemble une vie de prière dans la simplicité. Comment se prépare cette rencontre internationale et quels seront les différents niveaux du pèlerinage? Les détails dans ce reportage. Ici, c'est la commission liturgie qui s'exerce pour le pèlerinage de Taizé. Juste à côté, celui de l'animation matin où le coach donne des consignes. À un pas de ce dernier, c'est le comité transport qui règle les derniers détails concernant les déplacements. À quelques mètres de là, les ouvriers, eux, mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer les différents espaces devant abriter les pèlerins pour diverses activités. La cuisine, quant à elle, est prête et n'attend que les 100 cuisiniers prévus pour fournir les 1600 repas quotidiens aux 8000 pèlerins. Tout un mécanisme est ainsi installé ici, au Collège Père-au-Pied de Cotonou, pour accueillir le pèlerinage de Taizé, édition 2016. Pour le frère Luc de Taizé, tout est prêt à 95% et il décline ici le premier niveau du pèlerinage. L'hospitalité en famille. Pendant des mois, on a sollicité à travers le réseau des paroisses les familles pour qu'elles ouvrent leur maison pour accueillir quelques visiteurs. Et c'est pas rien de ouvrir son foyer, de préparer 2 nattes, un petit peu de tapioca le matin. C'est plus qu'un service rendu, c'est vraiment un signe de confiance parce qu'on ne sait pas qui va venir. Après cette étape de confiance intervient le second niveau relatif à la prière. Le deuxième niveau de la rencontre, c'est les matinées qui se déroulent de manière décentralisée dans 44 quartiers, autour de 44 paroisses ou communautés locales, à la fois protestantes, méthodistes ou catholiques, qui sont des partenaires de l'accueil. Le matin, on commence en se rendant à l'église ou au temple ensemble pour un temps de prière, et ensuite le thème, c'est rencontrer des témoins d'espérance, des personnes d'espérance. Le frère Luc de Taizé dévoile enfin le dernier niveau du pèlerinage de confiance sur la terre à Cotonou. Le troisième niveau de la rencontre, c'est quand on sera tous ensemble, ici à Père-au-Pied, pour la distribution des repas qui sont préparés par une grande équipe d'une centaine de cuisiniers et qui seront distribués sur place, pour les 2 temps de prière de midi et du soir, et aussi pour toute une série de carrefours, de forums, d'enseignements qui auront lieu dans différents points, salles et apatam qui vont être dressés ici. Un point de premier soin, une infirmerie et des dispositifs sécuritaires sont aussi prévus pour une rencontre de Cotonou réussie.
Talent pur, c'est un concours de danse et de musique organisé ce week-end à la mairie de la commune d'Abomey-Calavi. Après les phases de présélection qui se sont déroulées respectivement dans les arrondissements d'Akasato, de Zinvié et de Godomé, 3 groupes de chorégraphie ont été retenus pour la phase finale. Devant une foule de spectateurs et les membres de jury, les finalistes ont démontré leur savoir-faire. Le spectacle a été rehaussé par la présence de Vivi l'International, grande voix de la musique béninoise et marraine de la cérémonie. C'est le groupe Volkin qui a remporté le trophée de l'édition 2016 du concours Talent Pur. Écoutons les réactions du promoteur et du représentant du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le concours culturel de danse chorégraphie dénommé Talent Pur, comme son nom l'indique, ne regroupe rien que les talents purs de danse béninoise. Je m'en voudrais énormément de ne pas saluer une fois encore l'équipe dynamique qui nous a accompagnés tout au long de la réalisation de cet événement culturel dans les arrondissements d'Akasato, Togba, Zinvié, Godomé-sous l'échangeur et aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Chers participants à ce concours, c'est le lieu pour moi d'en savoir gré pour votre confiance à participer à cette compétition. Nous nous sommes amusés et je vous rassure, aucun groupe n'a démérité. Je m'engage devant toute la population d'Abomey-Calavi que le concours de danse Talent Pur sera organisé chaque année pour le rayonnement de notre cité d'Ottawa afin de le transformer en une cité culturelle. Je fais un clin d'œil à notre chère maman Vivi l'International qui a commencé un jour et qui a perduré. Je lui souhaite longue vie pour qu'elle puisse servir d'exemple à nos génies en herbe. Le promoteur, je félicite sa persévérance parce que je constate que ça n'a pas du tout été facile. J'encourage le promoteur à continuer et je souhaite longue vie à Talent Pur pour que les éditions prochaines soient meilleures à celles-ci. Allons à la découverte d'un musée, d'un parc hors du Bénin, le parc national de Gorongosa, c'est en Mozambique. Le parc s'est remis grâce à un projet de restauration lancé en 2004. Mais le retour des combats aux abords du parc et une grave sécheresse qui sévit en Afrique australe constituent autant de nouvelles menaces pour son fragile écosystème. Reportage. Le parc national du Gorongosa a bien failli disparaître. En 1992, après 16 ans de guerre civile au Mozambique, plus de 90% des grands mammifères avaient été décimés. Un travail colossal de restauration entamé en 2004 lui a redonné vie peu à peu. Mais aujourd'hui, avec le retour de la guerre civile dans le centre du pays, la biodiversité est de nouveau menacée. Le parc du Gorongosa est une cible, dans la mesure où les populations ne peuvent plus cultiver suffisamment et du coup chassent les animaux pour les consommer. Ce Mozambicain dirige les 150 rangers qui surveillent le parc jour et nuit. Ses 4 téléphones sonnent sans arrêt pour apporter des intrusions. Grâce au fonds d'un millionnaire américain et à la mobilisation de scientifiques, le parc compte aujourd'hui plus de 72 000 animaux et ne manque plus de moyens de lutte contre le braconnage. Mais le retour de la guerre civile inquiète les employés, comme Meneses Souza, qui était déjà là dans les années 80. Des personnes meurent. La faim, la maladie. Tout cela vient du conflit qui se déroule dans le pays. Pendant la guerre civile, ils ont tout détruit. Et nous avons reconstruit. Cette fois, je ne sais pas s'ils vont détruire ou pas. Le leader du principal parti d'opposition, la Renamo, s'est retranché dans les montagnes qui jouxtent le parc. La rébellion a repris les armes en 2013 contre le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Difficile d'attirer les touristes dans ces conditions.
Les gens ont peur de venir ici. Aujourd'hui, par exemple, nous avons 4 touristes. Tous les autres occupants travaillent de manière directe ou indirecte pour le parc. Les pourparlers de paix entre le gouvernement et la Renamo ont redonné espoir aux employés. Mais cette année, la réserve subit en plus la sécheresse qui sévit en Afrique australe et les mauvaises récoltes alimentent la pauvreté et le braconnage. Une menace de plus pour le fragile écosystème d'un parc qui revient de loin. Plusieurs années après la guerre en Irak, on enregistre toujours des réfugiés un peu partout dans le monde, notamment en France. 1 an après son arrivée en France, une famille irakienne réfugiée savoure sa nouvelle vie. La famille Mercat est heureuse d'être à la plage de Cabo pour vivre le beau temps de l'été. Reportage. Il y a 1 an, ils étaient sur les chemins de l'exil à travers l'Europe. Mais en cette fin d'août, c'est pour aller à la plage que cette famille de réfugiés irakiens prend la route. Direction Cabourg, en Normandie. Après un été un peu oisif dans leur petite ville de banlieue parisienne, cette sortie organisée par le Secours populaire est une bénédiction. J'attendais tellement ce moment que je comptais les jours sur le calendrier. Après 3 heures de route, le convoi arrive enfin. C'est la première fois qu'Ali, Tahrir et leurs 2 enfants voient la mer en France. Une mer calme et hospitalière qui les aide à oublier. L'été dernier, c'était un véritable cauchemar. Rien à voir avec cet été où l'on revit. On ne pensait pas qu'on allait survivre à un tel voyage. D'ailleurs, je l'ai appelé le voyage de la mort. La famille Mercat raconte avoir décidé de quitter Bagdad après l'explosion d'une bombe devant leur maison. Abdullah s'en souvient encore à sa façon. En fait, l'Irak, il a fait boum. Et la voiture papa, le taxi aussi, il a fait boum. Mais aujourd'hui, c'est à l'heure de la France que le petit Abdullah a choisi de vivre. Allez les bleus, allez les bleus. Même chose pour son père. Son français est encore un peu laborieux et il cherche toujours un emploi comme sa femme, mais pas de quoi le décourager. J'ai des amis français, on m'invite souvent. Je me suis même adapté aux traditions françaises, aux expressions comme ce proverbe « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Un nid sur lequel s'est penché François Hollande en personne. La famille Mercat fait en effet partie de ces réfugiés que la France s'était engagée à accueillir pour soulager l'afflux de migrants en Allemagne, des réfugiés 5 étoiles, comme on les appelle. Ils ont eu leurs papiers après 3 semaines, tous leurs papiers, leur passeport, les cartes vitales. Ali dit que la France, c'est mon papa et ma maman. Sur son téléphone portable, comme sur les murs de sa maison du Val d'Oise, Ali collectionne d'ailleurs toutes ces marques de reconnaissance de la France. Cette journée à la plage y figurera certainement. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour le compte de ce bulletin de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Antoinette Sagbo, de l'avoir présenté. Merci, Tranquille Ankad Bélantin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, 13h, 17h, 20h, 23h30. À suivre l'opinion de James William Baguidi dans un instant vers l'hypercentralisation de la gouvernance à Talon. C'est une interrogation du chroniqueur. Et dans l'instant débat à fait croiser, on va s'intéresser au thème opportunité et efficacité de la cellule gouvernementale des actes administratifs. 2 invités seront dans ce studio, 2 confrères. Hilaire Randa, il est le directeur de Radio Tuko, Sari FM de Kouandé, Raoul Ronsono, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Bonjour à vous, Tranquille Enquête.
Auditeurs de Diaspora FM et bien sûr téléspectateurs sur Eden TV. L'opinion assure avec vous. Voici peut-être le plus monumental coup foireux de Patrice Guillaume Athanase Talon depuis son accession au pouvoir. Un coup foireux qui aura échappé à l'attention de beaucoup de monde. Près de 5 mois après l'alternance au sommet de l'État, le nouveau régime donne une des indications les plus inquiétantes d'une certaine similitude avec celui du docteur Thomas Boni-Yayi, la centralisation de la gouvernance. Cela se joue à la présidence de la République, avec notamment la création de la fameuse cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux, sans que l'on ne puisse affirmer actuellement s'il s'agit d'un choix assumé de gouvernance ou du résultat malheureux d'un montage destiné à d'autres fins. Carton jaune de Patrice Talon pour Modeste Tobula, c'est ainsi que j'ai perçu, à l'instar de nombreux observateurs de la scène politique béninoise, l'annonce à l'issue du Conseil des ministres du 24 août dernier de la prochaine mise en place de cette fameuse cellule d'analyse et d'enregistrement. Il est vrai que l'une de ses fonctions principales sera de limiter le volontarisme hyperactif de certains serviteurs du nouveau départ, comme le préfet du littoral qui nous a déjà gratifié de quelques actions d'éclat diversement vécues et interprétées. Mais au-delà de cet objectif inavoué, la naissance de la cellule est porteuse de certains risques qu'il ne faut surtout pas négliger. Je rappelle à toutes fins utiles que la nouvelle cellule se dénomme Cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Si l'analyse des projets d'arrêtés préfectoraux apparaît par le fait de certaines décisions à polémique récente et ancienne tout à fait justifiées, il n'en est pourtant pas de même dans le cas des projets d'arrêtés ministériels. Au contraire du préfet, le ministre dispose d'un vaste cabinet composé d'experts dont l'un au moins, le conseiller technique juridique, est préposé à la tâche d'analyse des projets d'arrêté. La création de la fameuse cellule présidentielle viderait donc de son contenu le rôle du CTJ, désormais supplanté. Mais là n'est pas le plus grave. Désormais, avant de prendre le moindre arrêté, il faut aux ministres qui sont 21 et aux préfets qui sont 12 consulter une superstructure de je ne sais combien de membres logés à la présidence de la République, dont la vie est obligatoire. Si cela n'est pas une résurgence de la sordide gouvernance centralisée, voire dirigiste de Thomas Boni-Yayi, je suis bien curieux de savoir ce que c'est. Le docteur président voulait et devait tout savoir sur tout ce qui se tramait dans la moindre institution étatique. Il avait, paraît-il, des hommes préposés à la fonction d'information, mais il n'était pas allé jusqu'à créer une structure pour cela. La cellule présidentielle d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux ne risque quant à elle, en plus de la centralisation à outrance dont elle est porteuse, que de rajouter de la lourdeur administrative à l'inefficacité qui existe déjà dans le domaine. Comment Patrice Talon, qui lui-même n'a cessé de dénoncer cette lourdeur administrative préjudiciable au développement, peut-il donc instruire le gouvernement à mettre en place une telle institution forcément budgétivore et surtout à lui attribuer de telles fonctions pour lesquelles d'autres fonctionnaires de l'État sont déjà payés? Et d'ailleurs, les ministres ayant participé au Conseil du 24 août n'ont-ils pas perçu le risque de rétrécissement de leurs prérogatives? Ou alors le chef de l'État se serait-il montré inflexible comme l'autre? Des motifs d'inquiétude s'accumulent donc dans les circonstances actuelles. Mais une chose est sûre, au contraire de son prédécesseur, Patrice Talon, s'il entend conserver cette structure, n'osera pas demain venir nous servir le « je n'étais pas au courant » habituel moyen de se défausser de son prédécesseur. C'est mon opinion et je la partage. Vers l'hypercentralisation de la gouvernance Talon, analyse et décryptage sous un autre angle de cette décision de gouvernement visant à mettre en place, à créer une cellule d'analyse des actes préfectoraux et ministériels. James William Gbagidi, à vous suivre après vous avoir suivi de long en large à travers cette chronique vers l'hypercentralisation de la gouvernance Talon. On croit comprendre que la solution pourrait devenir le problème. Oui,
En réalité, la solution était pour un problème plus restreint. Et on a voulu créer une solution qui devrait ou qui emporte d'autres domaines qui n'étaient pas nécessaires dans ces domaines-là. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Sans doute, l'hyperactivisme du préfet du littoral qui a inspiré la création de cette structure. S'il ne fallait que démontrer que l'action du gouvernement devait être cohérente, comme insiste le ministre d'État chargé à la présidence de la République, s'il fallait donc que mettre en œuvre l'aspect politique de la question, je pense que le Conseil des ministres est largement suffisant pour régler ce problème. Et au-delà, si jamais il fallait vraiment qu'une autre institution s'en mêle, on aurait pu donc donner instruction à tous les conseils techniques juridiques de veiller à ce que les arrêtés ministériels aillent dans tel sens, plutôt que de se détourner des objectifs initialement fixés. Maintenant, voilà que pour donc régler le problème, me semble-t-il, c'est mon opinion, de l'hyperactivisme d'un préfet ou de certains préfets, on a voulu créer cette structure qui inclut donc, qui a pour fonction l'analyse et l'enregistrement. L'enregistrement, je pense que c'est une expression superflue, parce qu'il n'y a pas d'acte réglementaire au Bénin ici qui ne soit enregistré. Tous les actes réglementaires que l'on doit dans une république responsable. Il est vrai, vous savez, sous la gouvernance antérieure, on a, paraît-il, des conseils de ministres dont on n'a pas retrouvé les textes. Donc peut-être... C'est passé à maintes reprises. Oui, on l'a dit et répété. Peut-être que cela a fait craindre au président Talon que les actes n'étaient pas enregistrés. Mais les arrêtés ministériels, les arrêtés interministériels et autres, je pense que tout cela, dans une république qui se respecte, est enregistré normalement. Et il suffisait alors pour que l'enregistrement soit fait, d'insister auprès des structures chargées de l'enregistrement de faire le travail. Donc, pour moi, l'analyse des actes ou des arrêtés qui devraient être pris au niveau du Conseil des ministères n'a pas son sens. Parce qu'il y a déjà des gens qui s'en chargent. Et s'il faut maintenant, donc, pour s'occuper des préfets, leur donner des instructions et les canaliser, il faut leur donner un cahier de charge. Il faut que le cahier de charge des préfets soit très clair. J'ai fait, pour ma part, une lecture du cahier de charge des préfets en Europe, notamment en France. La France qui est le pays dont nous nous inspirons le plus. À aucun moment, je n'ai vu que le préfet s'occupe de questions de salubrité. Ce qui, pourtant, fait partie des priorités du préfet du littoral, par exemple, qui a vu que, selon lui, la mairie n'était pas certainement en train de faire son travail. Donc, il outrepasse certainement ses prérogatives à ce niveau-là. Et si on lui avait donné un cahier de charge assez clair, il ne serait pas allé jusqu'à prendre la décision d'imposer une journée de salubrité et au-delà même d'interdire aux véhicules de circuler tant que le délai défini pour les actions de salubrité. Mais les tests ont clairement défini quand même le rôle d'un préfet dans un pays. C'est peut-être le recadrage qui n'a pas été fait à bon escient. Absolument. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas en mettant en place une structure aussi, pour moi, dangereuse. Parce que cette structure-là a plusieurs défauts. Elle aura d'abord, premièrement, pour défaut de ralentir l'action. La lourdeur administrative, oui, déjà observée. Il y a déjà une grande lourdeur administrative. Dans la gestion des affaires d'État. Tout à fait. Donc, les arrêtés devront désormais, après leur rédaction ministérielle, au niveau des ministères, leur contrôle par le conseil technique juridique, ou en tout cas l'avis du conseil technique juridique, être envoyé à cette structure-là, qui comportera je ne sais combien de membres, qui va faire son analyse. Et j'ai insisté là-dessus, et j'ai entendu ce matin encore une des personnes que nous avons interviewées au niveau pendant le journal, dit il y a 21 ministères et 12 préfectures. C'est quand même 33 grandes structures qui sont en train de prendre des arrêtés pratiquement tous les jours. 33 projets d'arrêtés vont arriver au niveau de cette structure-là en même temps, alors que chaque projet d'arrêté a une certaine urgence. Si on n'a pas décidé de passer par un décret et vous passez par l'arrêté, c'est parce que peut-être l'action a une importance moindre, certes, mais il y a également un empressement que l'on a
à vouloir mettre en place cette décision. Mais cette structure va ralentir l'action administrative et au-delà de cette cohésion de l'action gouvernementale qui, me semble-t-il, est surjouée et surexigée à partir de la création de cette structure, on ne va que récolter des conséquences, me semble-t-il en tout cas, moins heureuses que prévues de cette situation. Conséquence, nous sentons, si cette structure est mise en place réellement et qu'elle doit jouer le rôle qui lui est assigné, que le président de la République, Patrice Talon, rentre dans un système d'hyper-présidentialisation, puisque au-delà des décrets qu'il doit prendre en Conseil des ministres, il voudra donc, à travers cette structure, se mêler même de vérifier le contenu des arrêtés ministériels. C'est quand même un précédent dangereux. Donc, en somme, lorsque cette structure sera officiellement mise en place, on ne nous a pas dit le profil des membres qui vont constituer cette cellule. Est-ce les chefs, les conseillers techniques juridiques des ministères qui vont se regrouper à la présidence pour composer, en tout cas, on ne sait pas encore, mais finalement, on peut conclure que tous les ministères sont rattachés, c'est-à-dire délégués auprès du président de la République, si tous les actes seront étudiés par cette cellule. Absolument. Désormais, c'est ce qu'il faut comprendre à travers. Mais absolument, il y avait peut-être 4 ou 5 ministères qui, sous Boni Yayi, étaient délégués à la présidence de la République et nous trouvions que c'était déjà trop. Il y avait plusieurs institutions créées et logées à la présidence de la République. Nous avons trouvé que c'était déjà trop. Avec cette structure-là et toutes les autres que le chef de l'État, Patrice Talon, a créées au cours de ces derniers mois, nous constatons donc que le chef d'État est en train de récupérer les prérogatives des ministères. C'est exactement ce qui était passé sous l'ancien régime qui est en train de se profiler. Et j'ose croire, pour ma part, que cette cellule a été décidée, a été mise en place, surtout pour s'occuper des préfectures et pour ne pas, je dirais, mettre la honte, ou plutôt trop ostensiblement désavouer certains préfets. On a voulu dire que les ministres également sont concernés, mais une fois que c'est écrit, c'est écrit. Les ministres également vont devoir se soumettre au fonctionnement de cette structure-là, et cela ne pourra que avoir des conséquences, à mon sens, négatives. Un confrère me disait que c'est le style des gouvernements modernes, et je lui ai dit ceci, pourquoi communiquer autour? On pourrait quand même prendre une telle décision et garder ça à la présidence de la République, mais communiquer autour devient quand même un problème, parce que le jour où le gouvernement fera un flop, posera, en tout cas subira un échec cuisant, en tout cas dans sa gouvernance, il sera impardonnable. Le gouvernement sera impardonnable, et c'est ce que je disais à la fin de la chronique. Le fameux « je n'étais pas au courant » de Boni Yayi, même si nous l'avons contesté, nous l'avons rejeté, nous l'avons tout dit par rapport à ce fameux « je n'étais pas au courant », à des moments donnés, nous avons quand même, certains ont accepté d'accorder la bonne foi à Boni Yayi par rapport à cela. On peut se dire, bon, peut-être il était présent, certes, au Conseil des ministres, mais il n'était pas attentif, il n'était pas présent ici. Mais le chef de l'État, Patrice Talon, décide qu'une structure va analyser avant d'analyser et enregistrer donc les arrêtés interministériels, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il ne peut pas nous servir quand il y aura un problème par rapport à un ministère, par rapport à une décision gouvernementale. Il ne peut pas se permettre de venir nous servir. Il n'était pas au courant, il était au courant, il sera au courant de tout ce qui se fera sous sa gouvernance. C'est extrêmement large comme prérogative qu'il est en train de s'attribuer. Comme je disais, j'ose croire que c'est seulement pour les préfets que cela a été fait et que ça a été clair, on a dit des actes préfectoraux et ministériels. Oui, progressivement, je pense, ce que moi je souhaite, c'est que l'on revienne sur la création, au moment de la création de cette structure, de la mise en place définitive de cette structure, que l'on définisse ce qui a lieu de faire. Peut-être même limiter cela à l'enregistrement des arrêtés ministériels, mais l'analyse doit concerner exclusivement les préfets. Il faut que les choses soient claires. Il s'agit de se concentrer sur l'action des préfets et vraiment, il faut laisser les ministres faire leur travail de façon à ce que la République se porte bien et se porte beaucoup plus vite vers le développement. Vous l'avez dit, la fonction ministérielle est en train d'être vidée de son contenu avec la mise en place de cette cellule. Ne pensez-vous pas également que c'est un nid de corruption, puisque nous savons comment les cadres et les intellectuels de ce pays-là fonctionnent. Les membres de cette cellule vont se dire, OK, nous sommes au-dessus désormais des ministres, parce que vous ne pouvez pas prendre un arrêté sans nous consulter. Et ça va peut-être créer un bras de fer entre
ces gens-là et puis des ministres de la République. C'est pourquoi déjà il faut commencer à se demander qui seront les membres de cette structure. Si ce sont les conseillers techniques juridiques qui sont réunis là-bas, chaque conseiller au sein de son ministère va devenir super puissant. Il va devenir aussi puissant, sinon même voire plus puissant que le ministre. Alors qu'au départ, il devait donner des conseils, il devait donner des orientations pour que l'arrêté soit conforme à la loi et au décret, peut-être décret que l'arrêté doit mettre en application. Le conseiller technique va devenir désormais pratiquement le supérieur du ministre, parce que dans sa structure qui est logée à la présidence de la République, il pourra faire rejeter un arrêté ministériel pris dans son ministère. Si les membres de cette cellule... Si les membres de cette cellule, oui, c'est dans l'hypothèse où ce sont les conseils techniques juridiques. Maintenant, ce sont des personnalités choisies par le chef de l'État. Certainement, il s'agira certainement d'experts et également de personnalités politiques très au fait des orientations du gouvernement. Ces gens-là vont effectivement, comme vous le dites, se sentir supérieurs au ministre. Donc, est-ce que nous sommes en train de créer un deuxième gouvernement et un deuxième gouvernement, donc logé à la présidence de la République, c'est tout comme et tout ce qui est en train de faire là. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'amateurisme derrière, que le chef de l'État et le gouvernement n'ont peut-être pas mesuré. La décision n'a pas été mûrie. Oui, mûrie. Et c'est pourquoi je dis, on a voulu régler un problème, petit problème, avec une très grande solution, comme qui dirait tuer une mouche, mais avec un bazooka. S'il y a possibilité de revenir sur la décision, que conseillerez-vous au gouvernement? Je conseillerais tout simplement de remettre en cause cette décision et de créer une cellule d'analyse et d'enregistrement des arrêtés préfectoraux, point barre. Et de laisser les ministres faire le travail. Merci à vous, James William Gbagidi. C'était donc l'opinion de James William Gbagidi, à suivre également sur notre plateforme 3W, Bénin-simple, Eden, eden.tv. Bénin-eden.tv. Moriagua, bonjour. Bonjour, Tranquillin Akad Benoutin. Bonjour, James William Gbagidi. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Un clin d'œil spécial à l'amorologue. Il sait pourquoi. Plaisir partagé. On va pousser la chansonnette. On va pousser la chansonnette. Aujourd'hui, nous allons accueillir Souleymane Koto Yerima. C'est un consultant indépendant en développement local et décentralisation. Il est aussi un acteur très actif de la société civile. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Banumo akawirimo banunkwa kabaruneni misanka nusoka makia yewiya nemboro pako nusoku bakura duka kakuru gonrabumene ade atemano ansene boroma sene wanyaro kunsene kama boro akusena. Bon, on fait juste un morceau de Zoulé Sangaré pour donner espoir à ceux qui désespèrent, pour leur dire qu'ils n'ont rien à envier aux autres et qu'ils n'ont pas à être pressés par rapport à ce qu'ils voient dans leur environnement. Chacun a son destin et chacun doit pouvoir avoir la patience nécessaire, se battre pour pouvoir atteindre ses objectifs avec les moyens dont il dispose. Banumo akawirimo banunkwa kabaruneni misanka nusoka makia yewiya nemboro pako nusoku bakura duka kakuru gonrabumene ade atemano ansene boroma sene wanyaro kunsene kama boro akusena. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. Souleymane Koto Yerima qui a poussé la chansonnette sur Eden Télévision Diaspora FM, on l'a vu très actif pendant la période électorale. James William Gbagidi. Oui, c'est un acteur de la décentralisation, on le connaît dans son domaine. Moi, je ne savais pas qu'il était capable de pousser la chansonnette aussi bien. Et en plus, ce qui a été agréable, c'est de voir, on a souvent voulu que les gens poussent la chansonnette dans leur
dans les langues nationales. Et vient de nous faire la surprise. C'est la première fois, je crois, que quelqu'un pose la chansonnette dans une langue nationale du septentrion. Et c'était vraiment très bien. Et surtout là, il était en tenue identitaire. Vous l'avez bien remarqué, c'est ce que je voulais dire, voilà. Tenue identitaire avec cette chansonnette qui accompagne du chansonnette du terroir, comme je peux le dire, qui accompagne, et c'était tout simplement beau. Merci à vous, Maury Agoua. C'était donc la rubrique à pousser la chansonnette tous les jours sur nos antennes. Une petite pause musicale pour retrouver nos invités pour le sans débat à faire croiser. Hilaire Nda, il est le directeur de la radio Tuku, Sari FM de Kouandé. Il sera face à Raoul Onsounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud, quotidien autour du thème « Opportunité et efficacité de la cellule gouvernementale des actes administratifs et préfectoraux ». On va rester dans la même veine que la chronique « L'opinion » de James William Baguidi qui s'interrogeait vers l'hypercentralisation de la gouvernance talent. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Merci de votre fidélité renouvelée à Matin d'Eden, un programme co-organisé par Eden Télévision Diaspora FM. L'instant débat a fait croiser le thème du jour, opportunité, efficacité de la cellule gouvernementale d'analyse des actes préfectoraux et ministériels. Peggy Ludovic Tagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Belantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. On se souvient dès la prise de fonction de ce gouvernement, le gouvernement Talon, le premier acte à l'endroit de la communication aura été, bien évidemment, la suppression des cellules de communication et autres. Aujourd'hui, nous assistons encore une fois à la création d'une cellule d'analyse, notamment des actes administratifs, des actes qui devraient être pris au niveau des ministères et des préfectures. Alors, la grande question, un peu comme cela posait tout à l'heure notre collègue, notre confrère James William Guagidi, allons-nous vers une hyper-centralisation au sein du gouvernement Talon? En tout cas, la question sera encore à la base de ce débat qui reçoit deux invités, comme les présentait tout à l'heure, tranquille à Belantin, j'ai nommé. Eh bien, il est là, il est le directeur de Tuko Sari FM de Kouané. Bonjour. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien sûr Tuko Sari FM. Est-ce qu'on peut comprendre très rapidement ce que ça veut dire? C'est un mot bariba composé de deux. Il y a Tuko qui veut dire étranger et puis Sari qui veut dire Yampa. Donc Tuko Sari, Yampa d'étranger, c'est la radio de tout le monde. Wow. Merci beaucoup d'être avec nous. En face de vous, Raoul Osono, il est le directeur de publication du Nord-Sud Quotidien. Bonjour Raoul. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Alors, on commence déjà par vous. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu cette information? En tout cas, vous avez suivi le Conseil des ministres, le compte-rendu qui donc annonçait la chose. La réaction, je pense que c'est dans l'ordre de la normale, parce que nous sommes avec un nouveau pouvoir, on doit s'attendre à de nouvelles choses, de nouvelles décisions. Donc d'abord, on ne doit pas être surpris que le pouvoir veuille installer son mode opératoire. Donc c'est pas une réaction qui... C'est pas une surprise. C'est pas une surprise qu'on ait une telle décision. Parce que il faut partir déjà de quelques constats sur le terrain. C'est vrai que c'est une cellule qui traiterait les arrêtés ministériels et préfectoraux. Mais il faut partir du constat que le préfet de l'Atlantique et du littoral, Toboula, le préfet du littoral. Du littoral, pardon. Il n'y a plus Atlantique et littoral, le préfet du littoral a pris certaines décisions quand même très controversées qui ont fait couler beaucoup d'encre de salive, qui continuent d'ailleurs de faire couler beaucoup d'encre de salive. Donc, au regard de ça, il fallait quand même que l'État réagisse. Certes, on ne peut pas prendre une décision pour un préfet. Il faut endiguer le mal très tôt. Vous pensez que ce sont les actes du préfet Toboula qui ont peut-être conduit à cette décision? Je pense parce que on a tendance à confondre le maire et le préfet, le maire de Cotonou et le préfet du littoral, qui veut jouer aussi un rôle d'élu, alors qu'il ne l'est pas. La tutelle, c'est pas comme ça. On sent un peu trop de zèle dans ces décisions. Comme je le disais, je m'amusais à le dire, depuis peu,
dames du village, nos grands-mères du village confondent. Je ne sais plus si c'est Liadi le maire, ils croient que c'est Togoula. Donc, au vu de ça, il fallait que l'État réagisse. Et c'est ça qui justifie l'installation de ces cellules. Hilaire Nda, vous êtes le directeur de Radio Tico, Sari FM de Okouandé. Raoul l'a dit, c'est un nouveau gouvernement qui s'est installé. Forcément, il y aura de nouvelles choses. Nous sommes à l'âge de la rupture. Il est quand même important de prendre des décisions, de mettre en place des réformes qui ne montrent pas qu'il y a une certaine ressemblance entre ce qui se faisait il y a 5 ans, 10 ans en arrière. Selon vous, quelle est l'opportunité de la mise en place de cette cellule à cause des actes d'un préfet? Doit-on mettre en difficulté la fonction des ministériels? Je vous remercie. En fait, il faut dire que chaque régime vient avec tout ce qu'il a comme arsenal. Il vient avec les moyens de sa politique. Il vient également avec les instruments qui vont faciliter à cette politique-là de mieux se mouvoir. Mais de là à tenir compte de la situation d'une personne, de ce que un soi-disant préfet ait pris des actes pour pouvoir prendre une décision, si c'est le cas, moi je pense que c'est regrettable. Ça suppose que toutes les fois qu'une personne agira de façon malsaine, on prendra des dispositions par rapport à cette personne. Non, ce n'est pas concevable. Il faut rester dans la dynamique du pouvoir. Le pouvoir n'est pas comme on se lève du jour au lendemain, on se dit, je ne sais pas ce que je vais faire, et tout ce qui me vient, je saisis ça comme étant une opportunité. Non, le pouvoir se construit et se gère. Il faut savoir où est-ce qu'on va, comment on y va, et c'est en fonction de ça qu'on met en place le dispositif nécessaire. Et je me dis donc, si tant est que le régime de la rupture avait déjà prévu dans son dispositif de faire en sorte qu'il y ait une cellule d'analyse des actes préfectoraux et autres, c'est tant mieux. Ça veut dire alors que la réaction du préfet vient alimenter cela. Mais si ce n'était pas le cas et que c'est du fait de ces agissements qu'on en arrive à sortir une cellule qui va s'occuper de l'analyse, je trouve que quelque part, ce n'est pas véritablement opportun. À l'analyse des faits, avez-vous l'impression que c'était prévu par le gouvernement? Vous savez, c'est difficile de se dire que c'était prévu parce que c'est suite à un certain nombre de remontrances qui ont été faites au préfet, y compris par le ministre de l'Intérieur qui ne s'est pas retrouvé sur un certain nombre de dates qu'il a pris. Et peut-être, si je dois être un peu difficile dans mes propos, c'est qu'il y a eu aussi du zèle dans comment est-ce que ces actes-là ont été menés. Et du coup, il fallait prendre des mesures conservatoires pour ne pas laisser tous les autres peut-être suivre le chemin. Il fallait arrêter peut-être la saignée. Et c'est ça qui a conduit le gouvernement du président Talon à se dire, à un moment donné, si on ne restreint pas le champ d'action des préfets, peut-être que du jour au lendemain, ils pourraient prendre des actes qui vont compromettre le dispositif qui a été mis en place. Et ça sera regrettable. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça a été installé. Alors, Raoul Rousseau, il y a quelque chose que je n'arrive pas à très bien comprendre. On parle de zèle, on parle de préfet hyperactif, mais les décisions qu'il a prises, c'est quand même des décisions, comment dirais-je, heureuses pour la situation. Il y avait un foutoir. Il y avait forcément à mettre de l'ordre. Par exemple, si nous prenons le cas de Tantokpa, où les gens opéraient et partaient, je vais parler des braqueurs, partaient au nez à la barbe des policiers, des forces de l'ordre et tout, il fallait faire quelque chose. Il a installé un nouveau commissariat à Tantokpa. Parce que si c'est qu'il avait augmenté, par exemple, le personnel non, mais il s'est rendu des forces de l'ordre, par exemple, il s'est peut-être s'il a installé un nouveau commissariat, je comprendrais. Parce qu'on ne souhaite pas, mais en rien, ces décisions n'ont encore limité l'insécurité à Tantokpa. Non, ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que comment dire, la configuration de la zone qui aidait un peu à ce que ces bandits-là puissent s'en aller. Mais dès lors qu'il a demandé, qu'il a décidé que ça soit plus fluide, ça soit plus clair. Je ne serai pas l'oiseau de mauvaise augure. Attendez le prochain braquage. Mais je veux dire... Il est en préparation?
je ne sais pas. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, par exemple. Observez qu'un préfet demande, par exemple, un nouveau PAG. C'est-à-dire un nouveau recensement de la population. Parce que quand on écrit, par exemple, au maire d'instruire les chefs d'arrondissement de recenser, c'est l'INSAE, il se substitue à l'INSAE. C'est le gouvernement le ministère du Développement principalement qui demande un recensement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si le préfet a oublié que la mairie a un budget et il n'y a aucune ligne budgétaire prévue à cet effet. Donc, je ne sais pas en quoi cette décision est heureuse, comme vous le disiez. C'est vrai qu'il y a eu des décisions, il fallait taper du poing sur la table, il fallait mettre aussi la gouvernance Soglo au pas, parce que depuis 13 ans que l'IADI est là aussi. Cotonou, la vitrine du pays, ne doit pas être comme ça. Cotonou, c'est un gros filage institutionnel, si on peut le dire. C'est une honte à côté de Lomé, qu'on prenait en temps comme un petit village. Aujourd'hui, on ne peut plus comparer Lomé et Cotonou. Donc, il fallait quand même être l'IADI au pas et qu'il quitte sa posture de Huawei et travaille quand même pour que la ville ait une image saine. Mais Tobola exagère. Il faut qu'on le dise. À quoi il a exagéré? Ben, je vous ai donné l'exemple d'une décision. Oui, bon, ça peut se comprendre. Je vous ai donné l'exemple d'une décision où on demande le préfet, par exemple, fait le tour des arrondissements pour aller à la rencontre des populations. Même des fois, on le voit même pratiquement seul, sans des autorités municipales. Je ne sais pas. Est-ce qu'on lui a dit, s'il veut aller à une élection, par exemple, pour devenir maire de Cotonou, qu'il attende les prochaines élections municipales? Là, il mettrait son plat Marshall pour la ville de Cotonou en exercice que de pêcher en eau trouble actuellement. Donc, je pense qu'il fallait quand même... Donc, pour vous, cette décision est justifiée? Oui, maintenant, pour une méga structure de la sorte, c'est une structure qui doit traiter des décisions de 33 autres structures, parce que ça fait 21 ministères et 12 préfectures. Je crois qu'il y a à craindre une lourdeur administrative. Et vous avez déjà vu, juste après, au lendemain, la communication qui a été faite, et on a même dit que Koupaki arrache le pouvoir. Donc, encore ça, c'est un autre problème, parce que la structure sera logée au palais, donc sous l'autorité du ministre d'État, secrétaire général. C'est de fait. Est-ce que ça a été dit que ce sera rattaché au... Le premier patron, à part le chef de l'État, le patron de l'administration présidentielle, c'est Pascal Irénée Koupaki. Vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a quand même une guerre qui ne dit pas son nom guerre de leadership entre Koupaki et Abdoulaye Biotchani. Et jusqu'à présent, nous ne le savons pas. Hein, c'est vous qui nous informez. Ce que nous savons, ils sont tous dans le même gouvernement et travaillent. Vous avez suivi le président. Le numéro 2, c'est Abdoulaye Biotchani. Vous avez suivi le président la dernière fois lors de la sortie du 1er août. Il n'a même pas pu trancher la question. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi dans ce gouvernement. On a juste vu peut-être... c'était juste temporaire. C'était temporaire, mais on a vu par exemple que après la prise de pouvoir de Patrice Talon en avril, le président était sorti du pays, mais il y a eu un décret qui faisait de Biotchani chef du gouvernement, qui a assumé l'intérim alors que Koupaki était au pays. Est-ce que c'est continuel? Je ne sais pas. Mais on sait qu'entre les deux, ils vous diront qu'ils sont amis. Moi, on a interviewé, par exemple, Abdoulaye Biotchani sur la question. Koupaki est resté encore muet, mais il agit par presse interposée. Jusqu'à présent, on sait qu'il y a une guerre de leadership entre les deux. C'est vous qui savez ça. Nous ne le savons pas. Même là, pourquoi ce rapprochement avec Koupaki? Parlons de la mise en place de cette cellule d'analyse des actes administratifs et préfectoraux. Je vous ai dit qu'au lendemain, vous avez vu ce qu'une certaine presse a écrit, Koupaki arrache le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis.
Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Et vous avez lu le Conseil des ministres qui dit que la structure sera à la présidence de la République. Et tout le monde sait que le patron là-bas, c'est Pascal-Irénée Koupaki, ce n'est pas Biotchani. Donc, ça se l'est dit. Monsieur Lenda, comment voyez-vous la fonction ministérielle désormais avec la mise en place de cette cellule? Est-ce que c'est des ministres qui seront désormais mis au pas, réglementés? On va les mettre totalement dans des bottes, dans des couloirs, c'est ça? Bon, en fait, déjà, au commencement de la rupture, on a vu qu'il y a un dispositif qui a été mis en place et qui est en train de mettre chacun des représentants, qui sont les ministres et même les préfets et autres. Il y a eu des instructions qui leur ont été formellement données. Du coup, avec cette décision, on peut dire que quelque part, il n'y aura pas de prise d'initiative, à mon sens, puisque si je sais que ce que je vais dire, si je sais que l'acte que je vais prendre devra dépendre d'abord de ce que le pouvoir central va me dire, j'aurai des éléments de réserve. Et au niveau décentralisé, je crains que finalement ce que nous voulons ne soit pas effectif, puisque si on est allé jusqu'à décentraliser aujourd'hui, à faire en sorte que les 12 départements anciennement prévus aient désormais chacun son préfet, même si l'installation tarde encore à venir, c'est pour permettre qu'au niveau local, que chacun puisse prendre des dispositions en fonction de la situation de son territoire de prédilection. Mais si on dit que l'initiative que je vais prendre sera d'abord analysée avant que je ne puisse la mettre à exécution, évidemment, je rejoins mon collègue qui dit qu'on pourrait assister à une lourdeur administrative qui ferait qu'un certain nombre d'actes ne seront pas pris. Et vous savez, il y a des situations qui arrivent de façon tampon qu'on n'avait pas du tout prévu. Si on attend que les actes soient analysés avant de réagir par rapport à ces situations, je crains également qu'au niveau des populations, que le service qui doit leur être rendu soit délicatement exécuté. Si je le dis, c'est parce que vous avez vu par le passé, je ne dis pas que c'était un exemple assez représentatif, mais par le passé, on laissait quand même la latitude au ministre de prendre des initiatives. Et le pouvoir n'est pas isolé. Vous savez, chaque élément travaille et contribue à faire en sorte que le pouvoir, qui est le cœur, en fait, on peut essayer de rallier le gouvernement à un organisme vivant, un peu comme vous et moi, qui avons un cœur qui travaille à alimenter l'ensemble des organes du corps à travers l'irrigation et en faisant en sorte que les déchets puissent sortir et que ça soit oxygéné. Et donc, tous ces éléments doivent travailler à préserver ce cœur-là pour qu'il puisse continuer par exercer son rôle et faire en sorte que la nation se porte bien. Mais si on limite, n'est-ce pas, chacun des organes dans son rôle, il est à espérer qu'à un moment donné, on puisse avoir une atrophie en ce qui concerne le rôle de chacun et que finalement, le centre qui doit alimenter les autres ne puisse pas avoir de la matière nécessaire pour le faire et que finalement, on se retrouve à une gestion à la spontanéité. C'est ce que moi je crains. Alors, je pense vous demander, est-ce que, à la longue, la cohésion au sein du gouvernement, je veux dire, tout ce que ce gouvernement-là, même à travers les préfectures, fera, est-ce qu'on aura une bonne ambiance? Est-ce que la saine émulation pourra avoir droit de citer? Parce que si un ministre doit s'en référer d'abord à cette cellule avant de prendre des actes, est-ce que, comme le disait tantôt Ilena, l'initiative ne va pas avoir beaucoup de difficultés à se faire? Bon, je ne sais pas. On ne peut pas augurer, nous ne sommes pas des devins. On peut projeter, on peut analyser. Ce que je sais, c'est que, ce sur quoi il veut revenir, c'est que cette décision de création d'une telle cellule est en contradiction même avec le mode opératoire de ce régime. On a suivi le compte rendu de la séance, le compte rendu que les syndicalistes nous ont fait de la dernière séance, de leur première séance avec le chef de l'État, où le chef de l'État dit par exemple sur la situation en ce qui concerne l'université, que le gouvernement est un peu soucieux de la situation, mais ne veut pas intervenir directement.
Ça veut dire que le gouvernement ne veut pas s'immiscer dans les gestions. On donne libre cours à chaque dirigeant sous ce régime d'opérer. Et quitte à se conformer aux tests et autres. Mais avec cette structure, c'est qu'on limite le dirigeant, on limite le responsable dans ces actions. C'est en ça que je dis que cette décision est un peu en contradiction avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que réellement c'est pour contenter? Parce que on sait, si on part, je pars toujours de la situation de Cotonou pour dire, je disais tantôt que, je disais surtout que lorsque Léa Dissoglo et son vieil ami Patrice Talon vont s'entendre, c'est que le zèle de Teboula va disparaître, ou bien on va couper les ailes à Teboula. Et je pense que ça n'a pas raté avec la mise en place de cette structure. Est-ce que c'est pour régler ce problème, réparer une vieille amitié, des relations séculaires entre les deux personnalités, qu'on en vient à prendre une décision qui contraste avec le mode opératoire de la rupture? Ça, c'est une grande question. Mais c'est que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Quand on met les ministères dans ce lot-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? On aurait pu comprendre si c'est seulement cadré les actes des préfets. Mais les ministères aussi, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? Oui, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que l'initiative est libérée en ce moment-là? Oui. Bon, il faut dire aussi que, je ne sais pas quand le préfet Teboula veut prendre son arrêté, est-ce qu'il se réfère à son ministre de tutelle? Donc si le ministre, son ministre de tutelle je vous arrête toujours là. Non, on est obligé de prendre toujours le cas Teboula comme c'est le cas le plus en vue, de prendre le cas Teboula comme exemple. Mais est-ce que quand il veut prendre cette décision, est-ce qu'il se réfère à son ministre de tutelle? S'il se réfère à son ministre de tutelle qui se tait, ça veut dire qu'on doit cadrer aussi le ministre de tutelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit mettre, ça veut dire que tous les autres ministres sont aussi capables de tomber dans de tels travers. Parce que si on voit certains actes pris, et je me dis que le ministre laisse passer, il me dit que c'est des travers. Donc ça veut dire, si on prend ce référentiel Teboula, ça veut dire que tous les ministres sont capables de tomber dans les travers. Moi, je peine à croire que ce soit Teboula seul qui ait expédié cette décision. Et la loi n'est pas... Je ne peux pas comprendre ça. On se rappelle dès l'entame, quand le gouvernement de Patrice Talon a commencé par égrener ses premières heures, on a vu cette crise dans le ministère du Commerce, après un décret pris par le ministre du Commerce. Donc on peut comprendre aisément que ce n'est pas Teboula qui est seul qui est visé. C'est pour recadrer la gouvernance globale. Mais mais le chose qu'il faut ajouter, c'est que on a oublié aussi, on a très vite perdu de vue que ce pouvoir a réduit un peu le cabinet des ministres. Certes, les conseillers techniques juridiques sont toujours là, mais ce pouvoir a réduit un peu. Il n'y a plus de chargés de mission, il y a plus de... Donc, ce faisant, peut-être le pouvoir a trouvé qu'il faille étoffer un peu ou bien assister. Peut-être c'est une assistance conseil, si je puis m'exprimer ainsi, au ministre et au préfet. C'est pour ça qu'on le fait. Maintenant, si cette cellule s'installe, on doit pouvoir nous dire, il faut déposer par exemple un projet d'acte administratif, c'est 72 heures, c'est 48 heures, c'est 24 heures. On doit pouvoir nous le dire. Est-ce qu'il y aura un décret portant organisation de cette cellule? Ça, il faut s'attendre à ça. Vous semblez ironiser un peu, puisque quand vous parlez d'assistance, il s'agit des décrets, des actes juridiques et tout. Et dans les ministères, ils sont encore proposés, vous parlez des conseillers juridiques. Et vous avez noté que les cabinets ministériels sont, en tout cas, sont un peu effrités avec l'arrivée de ce gouvernement. Je vous ai posé la question, je vais vous la reposer encore. La fonction ministérielle aujourd'hui, avec ce nouveau schéma-là, est-ce que cela ne causera pas de problème? Moi, je pense que ça cause déjà de problèmes. Je n'ai que comme référence le cas évoqué par mon collègue tout à l'heure, quand il disait qu'aux premières heures du ministre du Commerce, Lazare Servitor, puisqu'il avait pris un acte visant à assainir son milieu, il avait demandé à voir clair d'abord, en attendant de réorganiser son cabinet, mais très vite, ça a été mal pris. Et du coup, depuis ce moment-là,
je ne sais pas si vous avez entendu le ministre Soweto s'exprimer sur les chaînes. C'est comme si il s'est effacé de facto de la scène politique. Bon, quand ça arrive comme ça, vous comprenez que le ministre n'est plus dans la peau de celui-là qui était tout puissant dans un passé récent. Donc, c'est forcément que ses fonctions ont été réduites et il n'a pas tellement de marge de manœuvre. On a comme l'impression que les ministres n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Et quand ils doivent prendre un certain nombre d'actes, ils doivent se référer à l'autorité de tutelle, le président Patrice Talon et puis peut-être au ministre Koupaki, pour savoir est-ce que ça n'enfreint pas à la logique de gouvernance qui a été établie. Et de ce fait, je l'avais dit, ça limite les initiatives. Quand c'est comme ça, ça limite forcément les initiatives et celui qui est là, qui sait qu'il a été investi d'un pouvoir pour agir sur un secteur donné. Mais derrière, il doit être cadré par rapport à ce qu'il fait en tenant compte de la vision globale. Il ne prend pas tellement d'initiatives. Il porte de gants quand il doit prendre des initiatives et je me demande si les réformes telles qu'elles ont été envisagées pourraient, au terme des 5 ans, être effectives. Je me pose ces questions. Vous avez vu, par exemple, quand il était question, quand ils ont posé le problème du charbon, de la vente du charbon, tout de suite, ils ont reculé. Après quelques jours où les transporteurs ont commencé par bouder, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles le gouvernement est revenu. C'est dire qu'il n'y a pas suffisamment de marge de manœuvre pour les gens de réfléchir sur les tenants et les aboutissants des actes qu'ils posent. On le fait d'abord, et quand on sent qu'il y a une certaine réticence du côté de la population ou de ceux qui doivent bénéficier de ces actes-là, on en vient maintenant à analyser. Donc pour vous, le gouvernement reviendra sur sa décision? Bon, je ne le dis pas forcément, mais pour le peu de ce que j'ai pu déjà voir et que vous avez pu constater avec moi aussi, je me pose des questions de savoir si quelque part il ne pourrait pas revenir sur les décisions, si entre-temps, à un moment donné de cette histoire, et ça posait des problèmes, pas plus de rupture, mais d'atrophie des rôles de chaque acteur. C'est un peu compliqué quand vous donnez le cabri à quelqu'un et que vous gardez la corde. C'est bien connu chez nous. Voilà, alors, la phrase est lâchée. Elle est lâchée par Ilinda. On va conclure sur cette phrase-là. Non, mais je pense que c'est normal. La rupture à son cordon. Le cabri, garder la corde. La rupture à son cordon ombilical au palais de la Marina. C'est normal que la rupture soit peut-être mise au dehors, mais le cordon ombilical reste à la Marina et qu'on continue de tirer sur les ficelles. Puisque c'est de là-bas que, malheureusement, qu'on veut inspirer les réformes. Donc, on n'a qu'à faire avec. Sinon, je ne pense pas que ce gouvernement reviendra en arrière. Parce que c'est au regard d'un certain nombre de faits. Vous avez vu cette décision, par exemple, de suspendre, par exemple, le recrutement d'enseignants, d'engager direct au niveau de l'ANPE, où le ministre a suspendu. Un mois après, elle revient pour dire que c'est sur instruction du président de la République qu'il faut remettre. Donc, c'est des trucs pas trop bien pensés. Vous avez parlé du cas de charbon, on vous dira que ce n'est pas un recul, mais c'est une mauvaise interprétation. Le Conseil des ministres qui a suivi a dû faire une autre interprétation de la décision prise. Donc, je ne pense pas que cette fois-ci, il y aura des reculs. Ça, je ne pense pas. Ça a été bien mûri. Et c'est au regard d'un certain nombre d'errements que la décision a été prise. Donc, comme je parlais, c'est une question d'assistance. Merci à vous. Raoul Oussounou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. On permet de conclure en 10 secondes. En 10 secondes, voilà. Oui, mais en fait, je me dois de vous remercier de m'avoir associé à ce débat qui est actuel et qui nous recentre dans la gouvernance à l'heure de la rupture. Ce qu'il faut espérer, c'est que d'ici là, que les pendules soient remis à l'heure et que le développement que nous souhaitons puisse être vécu par les populations. Tuko Sari FM de Kouandé à la radio du peuple. On la capte sur quelle fréquence? Sur la 105.8. 105.8. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, nous avons fait le débat sur cette question. Nous espérons franchement que cette décision sera salutaire et permettra vraiment
au gouvernement d'être efficace sur le terrain. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. C'était donc l'instant débat à faire croiser qui s'intéressait au thème opportunité efficacité de la cellule gouvernementale d'analyse des actes préfectoraux et ministériels. On va accompagner nos invités avec cette chanson de Eric Camo. Le titre était Yovougan. Juste après, vous allez suivre la page sport. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Le sport avec Judicaël Polycap Aïdjinou au menu handball, basket. Et on va s'intéresser également au transfert de certains joueurs. Judicaël Polycap Aïdjinou, bonjour. Oui, bonjour tranquille et bonjour à tous. Avant de vous donner la parole, on va s'intéresser à la chronique décalée. Toubaï de Moria Agoua, Kankotonou.
se réveille. Se réveille. Oui. Quand Cotonou se réveille, vous savez que beaucoup de choses se passent tôt le matin. Vous-même, avant d'arriver ici, c'est sûr que vous vivez des choses. À vous. Quand Cotonou se réveille, tout baigne. Cotonou, les matins, ça grouille. Tout le monde se dépêche. Les uns pour chercher un taxi, d'autres des mototaxis, d'autres par leurs propres moyens de déplacement pour se rendre à leur lieu de travail. Chacun reste concentré sur sa destination et les premiers actes à poser dès l'arrivée au lieu de travail. Pendant que la circulation s'anime par les empressements des véhicules à 4 roues et à 2 roues, d'autres prennent tout leur temps. Ce sont les tortues de la circulation routière. Tout baigne. Ces personnes, bien qu'elles quittent tôt leur résidence, refusent de faire avancer leur véhicule. Certains diront qu'elles sont prudentes et qu'elles vont à leur rythme. Mais aller à son rythme au point de retarder les autres sans leur céder le passage n'est pas une bonne idée. Moi, je ne vais pas vite, je vais comme une tortue, mais vous qui me suivez, adoptez mon rythme s'il vous plaît. Tout baigne. C'est ce à quoi ressemble ce comportement qui amène d'autres à occuper toute la chaussée. Klaxonner, tempêter, gesticuler, ces personnes ne sont point perturbées. Parfois, la circulation routière le matin irrite un nombre de nos compatriotes qui se voient passer alors une mauvaise journée de travail. Tout baigne. Aujourd'hui, quitter Calavi à 6h30 pour espérer éviter les problèmes que vous connaissez dans la circulation routière n'est plus efficace parce que de nombreux travailleurs ont compris qu'il faut quitter tôt et par conséquent, ce sont ceux qui sortent tôt qui animent d'abord les premières séries d'embouteillages et pour cause, il n'existe qu'une et une seule voie et qui relie Cotonou à tous ces quartiers d'arrondissement à compter de Godomè. Débuter une journée en étant de bonne humeur participe aussi au bon rendement, mais s'il faille continuer par aller à son lieu de travail en faisant un parcours d'obstacles, il va falloir y remédier au plus vite afin que le rendement des travailleurs qui habitent hors de Cotonou soit meilleur. Faudrait-il alors quitter désormais à 4 h du matin Calavi pour Cotonou? Affaire à suivre. Tout baigne et à demain. Peut-être là la solution, mais si à vous, Mori Agua, c'est pour régler tous ces problèmes-là que le gouvernement a installé, a fait construire l'échangeur de Godomè, et pourtant les bouchons continuent. Je dirais Polycap a dit, vous avez la solution? Non, certainement pas. Peut-être qu'on devrait penser à construire d'autres échangeurs à certains endroits stratégiques de la ville, notamment au niveau du carrefour que nous appelons généralement Vedokola, où il y a également un énorme embouteillage, surtout les matins, pour ceux qui quittent Calavi et vont vers Cotonou. Maintenant, pour revenir au sujet de Mori, je voudrais quand même dire que c'est vraiment exaspérant ce qu'il décrit comme situation. Vous vous retrouvez dans les feux tricolores, attendant que le feu passe du rouge au vert. Et dès que c'est fait, il y a des automobilistes ou des motocyclistes qui peinent à quitter la chaussée ou à prendre le départ. C'est exaspérant. Et puis la conséquence surtout, c'est qu'il arrive que des usagers de la route brûlent le feu rouge. Parce qu'on attend que le feu soit déjà à l'orange avant de songer à partir en trombe et quitter les feux tricolores. C'est vraiment un problème. Un problème de développement qu'il faut régler. C'est important. Merci à vous, Mori Agua. C'est moi. Parlant de solutions, j'avais une proposition. Laquelle? Par exemple, on sait qu'il y a la lagune qui quitte Calavi et qui peut traverser. On peut faire un pont qui traverse la lagune et relie à Guapo. Vous allez réaliser le pont de Romain. Merci. Merci à vous. Mori Agua, restez avec nous. Voici le sport. Le sport avec vous, je dis Kael Polycap, Aïdjilou Handball, Challenge Trophy, le ministre des Sports et Loisirs offre un petit déjeuner aux sélections féminines et masculines qui ont remporté le tournoi de la zone 3. Oui, tranquille. Et puis le petit déjeuner, il faut le préciser, ce n'est qu'une des nombreuses récompenses que le ministre des Sports veut offrir aux handballeurs
masculins et aux handballeuses, voilà, aux handballeurs, pour être plus précis, et aux handballeuses, qui ont donc remporté le tournoi de la zone 3 du Challenge Trophy. Et la cérémonie se déroulait ce dimanche dans un hôtel de Cotonou. On va revenir tout à l'heure sur le déroulement de la cérémonie. Mais avant, on va peut-être mettre l'accent sur le parcours des deux sélections béninoises. Pour ce qui concerne les jeunes gens, ils ont disputé un tournoi, d'abord une phase de groupe, et ils ont réussi à se qualifier pour le second tour de cette compétition. Et ils ont battu la Côte d'Ivoire en demi-finale et le Togo en finale. Pour ce qui concerne les dames, elles ont disputé un tournoi linéaire et au bout de cette compétition, elles ont réussi donc à décrocher le titre face au Burkina Faso. Voilà pour ce qui concerne le parcours des deux sélections, et ce parcours a été mis en évidence au cours de la cérémonie par la troisième vice-présidente de la Fédération béninoise de handball, Léa Guillaume, et qui était également chef de la délégation béninoise du côté de Lomé. Et comme promis, on met maintenant l'accent sur la cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche dans un hôtel de Cotonou, ce petit déjeuner que le ministre des Sports a offert donc aux sélections masculines et féminines de handball qui ont remporté donc, qui ont réalisé le doublé sur le Challenge Trophy de 2016. Je vous propose de suivre le compte rendu maintenant. Petit déjeuner à l'hôtel, promesse d'octroi de primes et félicitations. Les récompenses du ministre des Sports n'étaient pas de trop ce dimanche matin au moment de célébrer le double exploit réalisé par les sélections masculines et féminines de handball, vainqueurs de la phase zonale de Lomé du Challenge Trophy. De quoi pousser ces auteurs à se confondre en remerciements avant de solliciter le soutien multiforme des autorités sportives béninoises pour la préparation de l'étape continentale de cette compétition. C'est le moment de vous présenter tous nos remerciements pour tous vos efforts fournis tout au long de cette expédition. À mes coéquipiers, parce que malgré toutes ces conditions, ils ont eu l'effort, la force et la mentalité nécessaires d'aller jusqu'au bout de notre objectif, qui est de ramener les 2 trophées. Merci à chacun de vous. Et cher Monsieur le ministre, on a été qualifié pour la phase continentale. Nous vous demandons beaucoup plus d'attention et que nous puissions être encore plus qualifiés pour la phase mondiale comme nos aînés de 2011. Ces autorités sportives, à l'instar de ces handballeurs, nourrissent également l'ambition de voir les équipes nationales de handball du Bénin faire un beau parcours au Challenge Trophy continental et pourquoi pas celui mondial, comme ce fut le cas avec les jeunes gens de 2011. Le drapeau du Bénin, vous nous l'avez remis intact. Nous sommes allés et sur le plan africain, nous vous avons ramené le drapeau du Bénin sans tache, propre, clean. Et grâce à Dieu et à votre soutien, nous irons loin. Chers athlètes, je voudrais tout simplement rappeler que nous sommes sur la première marche, je dirais, ou au début d'un processus. Il nous reste la phase continentale pour accéder à la phase mondiale. Donc c'est maintenant que le plus dur reste à faire. Je ne suis pas certain que les conditions que vous avez eues à Lomé étaient meilleures aux conditions de vos adversaires. Et pourtant, chez les hommes comme chez les dames, vous avez gagné et vous avez ramené les 2 trophées. Vous avez ramené, en plus des trophées, la qualification pour la phase continentale qui nous ouvre les portes de la phase mondiale. Je veux vous dire ici que plus jamais le soutien du ministère des Sports ne vous fera défaut. Je ne serai heureux que quand j'aurai la responsabilité de nous accompagner, de conduire la délégation à la phase mondiale. Autant dire que le défi qui attend ces handballeurs et handballeuses est grand et ils ne croient pas si bien faire en reprenant tel un flonflon leur slogan fétiche comme pour se donner du courage avant d'en avoir besoin. Intéressons-nous à présent à la 2e édition du camp de Isabelle Yacoubou qui s'est achevé ce samedi. Et oui, ce camp de basketball a pris fin donc à Porte-Nouveau après que des basketteurs ont disputé les 2 rencontres qui avaient lieu. Et ces 2 rencontres ont opposé les sélections de Lomé et du Littoral. Chez les dames, les filles du Littoral ont battu celles de Lomé 51-34. Et chez les jeunes géants, ce sont encore les basketteurs du Littoral qui ont pris le meilleur sur ceux de l'Ouémé par le score de 71-64. Et on le précisait, le camp d'Isabelle Basketball, le camp d'Isabelle Yacoubou a pris fin samedi, voilà, j'y arrive. Et 24 heures plus tôt, la basketteuse de l'équipe de France d'origine béninoise était reçue en audience par le ministre des Sports. On va voir les images. Donc elle est allée au ministère des Sports parler donc de son
projet au ministre des Sports, Oswald Omeki. Le projet, c'est évidemment le camp de basket qu'elle organise chaque année. Et puis, elle est sortie de cette audience plutôt contente. Et vous allez l'entendre, le camp de basket d'Isabelle Yacoubou va entrer dans une nouvelle dimension. Je vous propose d'écouter les deux personnalités, si on peut parler en ces termes. Je suis là, tout le monde le sait, pour ma semaine de basket. Une opération de give back qui a commencé l'année dernière pour les jeunes. C'est une action qui est faite pour les jeunes. Et cette année, on a mis l'accent justement sur les moins de 17 ans. Donc, suite à ce projet qui grandit, l'année dernière, on avait fait un week-end. Cette année, on est vraiment sur une semaine de travail. Aujourd'hui, j'ai le sourire. J'ai le sourire pourquoi? Parce que je sors de cet entretien avec des mots qui font chaud au cœur, des mots qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire. On sent que ce gouvernement a l'intention, en tout cas la grande volonté de travailler pour les jeunes. C'est pour ça, moi, je suis ici. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je rentre de Rio, où s'est déroulé les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basket. Et je ne suis même pas rentrée à la maison pour ces jeunes-là. J'ai continué à Cotonou, justement pour leur apporter un peu de mon expérience, de mon histoire, d'essayer de les motiver aussi. Si on peut être une source de motivation et d'inspiration par les temps qui courent, je pense que il faut pas lésimer sur les moyens. D'abord, je dois remercier Isabelle pour le sacrifice qu'elle a consenti en acceptant de venir au Bénin malgré la fatigue des Jeux Olympiques. Et je dois vraiment célébrer ce patriotisme qu'elle a en elle, parce que ce n'est pas donné de se souvenir de son pays quand on a atteint un certain niveau à l'international. Et vraiment, je lui ai exprimé toute la reconnaissance du gouvernement et je lui ai dit à quel point j'étais heureux qu'elle vienne ici contribuer à la formation des jeunes. Et puis, je me suis engagé au nom du gouvernement sur les prochaines éditions de cet événement. C'est vrai que sur l'édition de cette année, il y a eu un minimum qui a été fait, mais pour moi, ce minimum n'est pas important quand on regarde le sacrifice qu'elle a consenti elle-même. Et donc, même si nous sommes présents, comme elle l'a dit, sur le plan logistique ou sous toute une autre forme de contribution, il est important que cet événement soit vraiment un événement institué. C'est pour ça que j'ai dit à Isabelle, et je le répète, je le confirme, c'est un engagement, que désormais, l'événement Isabelle Yacoubou va être un événement du ministère des Sports qui va être programmé chaque année. Et nous allons ensemble travailler à ce que cet événement ait vraiment de l'aura à l'international, pour que chaque vacances, ces jeunes qui ont de la rage, qui ont de la passion, qui ont du potentiel et du talent, puissent passer du temps avec des gens qui sont déjà des stars, des professionnels accomplis. Isabelle Yacoubou, à l'internationale française, vous avez suivi juste après elle le ministre des Sports, Oswald Omeki. On va s'intéresser maintenant au transfert, notamment de Aboubacar. Oui, c'est un Camerounais, Vincent Aboubacar, qui va donc évoluer désormais en Turquie avec le Beşiktaş. C'est un club d'Istanbul. Il rejoint donc cette formation sous forme de prêt du FC Porto. On signale également que, comme Aboubacar, Mario João va quitter aussi le Portugal pour rejoindre l'Italie. Le milieu international portugais est une nouvelle recrue de l'Inter Milan. Montant de son transfert, 45 millions d'euros. Simone Zaza, par contre, quitte l'Italie pour aller en Angleterre. C'est une recrue de West Ham. Il a donc été prêté au Hammers par la Juventus Turin. On finit les infos de foot par les nouvelles des championnats européens. En France, on a noté l'échec tranquille du Paris Saint-Germain en clôture de la 3e journée de la Ligue 1. Paris battu par Monaco, score 3-1. En Angleterre, Man City domine West Ham 3-1 et s'installe dans le fauteuil de leader de la Première Ligue avec 9 points et une meilleure différence de but que Chelsea et Man U qui ont aussi gagné leur rencontre de la 3e journée. Il faut signaler que Man U a dominé Hull City 1-0. Chelsea a battu Burnley 3-0. Et en Espagne, le Barça gagne 1-0 son match de la 2e journée, mais n'est que 2e avec 6 points de la Liga derrière Las Palmas et devant le Real Madrid qui a également 6 points et qui a battu le Celta Vigo 2-1. Merci à vous, Judika Polycap Aïdji. Avant de le laisser partir, votre avis sur ces sportifs-là qui sont, qui aiment d'autres disciplines sportives, en dehors de leur sport de prédilection? Oui, c'est la preuve qu'on peut avoir d'autres passions en dehors de celles qu'on a soi-même.
le cas de Nadal qui adore par exemple suivre l'équipe d'Espagne de football et qui est un ami particulier de Sergio Ramos et du Real Madrid aussi. Donc il peut arriver qu'on ait plusieurs passions en termes de sport et il y a bien d'autres sportifs également. Le cas de Pogba et Griezmann qui adorent le basket par exemple. Voilà aussi. Et on sait aussi que Isabelle Yacoub dont on parlait tout à l'heure a également pratiqué le lancer de poids avant de se mettre au basket. Donc, on peut avoir plusieurs passions dans le domaine du sport. Et votre ami Bolt qui rêve jouer à Manchester United. Merci à vous. C'était donc le sport. Merci de votre fidélité renouvelée à Matin d'Eden. Bon début de semaine. À vous tous. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.